Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. La vie chère est une des principales préoccupations des Français chaque fois qu'ils sont interrogés. Nous irons donc en Martinique où, malgré la mise en place d'un protocole pour lutter contre, les locaux ne constatent aucun changement. Via ATV prend le pouls de la situation sur place. C'est un fléau très inquiétant qui touche les agriculteurs, les vols de GPS agricoles. Plusieurs cas ont été recensés partout en France, ce qui les pénalise grandement. Pour le bon fonctionnement de leurs activités, notre partenaire Moselle TV a pu rencontrer des victimes. En France, le nombre de décès des usagers des deux roues motorisées augmente chaque année. Une situation qui pousse les autorités à organiser des ateliers de sensibilisation autour de la sécurité. Et vous le verrez, la méthode est bien perçue. Reportage de Puissance Télévisions dans un instant. Et puis, avis à tous les gourmands, ne manquez pas cette rencontre avec Anthony, spécialiste des burgers. Il transforme ce plat en véritable œuvre d'art où rien n'est laissé au hasard, vous le verrez. Immersion lors d'une compétition proposée par TV78 dans les Yvelines. Je vous le disais dans les titres, la vie chère est un phénomène qui touche l'ensemble des Français. La Martinique est l'une des régions les plus touchées. En début d'année, un protocole a été mis en place pour réduire les prix de près de 6000 produits de première nécessité, comprenant les produits alimentaires bien sûr. Cependant, les locaux trouvent que la situation reste inchangée, voire amplifiée. Via ATV prend le pouls de cette situation sur place en Martinique. Regardez. Exiger la démission du président du conseil exécutif, le mot d'ordre de cette mobilisation face à la CTM. Les manifestants mobilisés sont avant tout insatisfaits du protocole contre la vie chère mis en place en début d'année. Parce que depuis la mobilisation, tout a augmenté. Il y a eu une table ronde, on pensait que ça allait, même si on n'a pas, le RPRAC n'a pas signé, on s'est dit que bon, il y aurait peut-être une bonne volonté derrière, mais il n'y en a pas. On est toujours étonné, effaré lorsqu'on arrive en caisse. Non, on ne peut pas continuer ainsi. Il faut que les gens répondent de leurs actes. Des assises populaires contre la vie chère, le nouveau projet initié par le RPRAC. L'objectif est de réunir de nouveaux acteurs comme les députés des Dromcom afin de trouver une solution définitive contre la vie chère. Pour organiser un tel événement, l'association demande à la CTM de faire partie du comité de pilotage. Aujourd'hui, on attend depuis à peu près plus de 3 semaines la réponse de la CTM à qui on avait demandé de piloter cet événement. Donc d'y porter un cadre et d'y apporter de la sécurité. Et ils nous répondent samedi soir, non, on va observer de loin parce que d'ici septembre, on a prévu de faire des ateliers de je ne sais quoi et puis après, on a un autre événement. Une réponse défavorable pour l'association qui demande des mesures urgentes. Il nous parle de réunions qu'il va faire avec ses amis en septembre, mais est-ce que la souffrance du peuple qui est mise en avant depuis le 1er septembre a encore le temps d'attendre jusqu'à septembre qui arrive? C'est pas possible. Donc aujourd'hui, si on a un président de la collectivité qui ne peut pas s'investir pour le peuple, qui refuse de s'investir pour le peuple, qu'est-ce qu'il fait encore à la CTM? Toujours dans l'actualité, c'est un fléau inquiétant qui se répand dans le pays, les vols de GPS agricoles. Les malfaiteurs repèrent les exploitations le jour et agissent la nuit. Un important réseau de voleurs a déjà été condamné, mais vous allez le voir en Moselle, les malfaiteurs courent toujours. Le préjudice est important pour les agriculteurs. Moselle TV. La console G5 avec Autotrac et la coupure de section. Et le montage et la mise en route par le concessionnaire, par le pôle, le VOTFM. Donc ça, c'est le devis que tu peux donner à l'assurance. Pierre, comme au moins 5 autres agriculteurs du pays des 3 frontières, est en colère. En 2 nuits, des individus ont subtilisé pour près de 100 000 € d'équipements agricoles, GPS, écrans et antennes de guidage. À ce rythme-là, beaucoup de paysans vont plus tenir très longtemps, je pense. C'est déjà compliqué comme ça, si maintenant on nous rajoute ça du matin au soir, je pense que le monde agricole va aller de plus en plus mal. Ici, le système de vidéosurveillance n'a pas suffi pour les dissuader. Par contre, à quelques kilomètres, les caméras ont donné l'alerte. Mon frère et associé a repéré autour de minuit 20 sur les caméras qu'il y avait 2 individus qui étaient en train de rentrer dans la ferme, qui circulaient autour de la ferme à pied. Et en fait, en arrivant, ils étaient encore présents sur l'outil. Ils avaient déjà embarqué l'antenne de guidage et ils étaient en train de prendre l'écran, mais ils ont réussi à partir juste devant lui.
Aperçus, les hommes semblent expérimentés. Cagoule, lampe infrarouge, repérage en amont. L'un comme l'autre sont persuadés que les voleurs peuvent revenir dans les prochains jours. Sans GPS, les agriculteurs ne peuvent plus faire fonctionner leurs véhicules. Une enquête est en cours. En 2024, 2 ressortissants moldaves avaient été condamnés à de la prison ferme pour des faits similaires. C'est une histoire qui garde encore beaucoup de zones d'ombre. Après la guerre d'Algérie, des milliers d'Algériens ont fui vers la France. Appelés les harkis, ils vivaient dans des conditions précaires et pour beaucoup ont trouvé la mort. Depuis de nombreuses années, la situation d'un cimetière très peu entretenu, avec des cercueils vides à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, pose question. Les familles des victimes attendent des réponses, notamment des élus locaux et de l'État. Reportage de Via Occitanie sur place. Elles écoutent les conclusions du rapport des fouilles archéologiques réalisées en novembre dernier sur le site de l'ancien camp de Rivesaltes qui accueillit les harkis dans des conditions indignes après la guerre d'Algérie. Les familles de harkis veulent savoir pourquoi le cimetière découvert sur l'ancien camp a été effacé en 1986 et les restes des corps transférés dans le cimetière Saint-Saturnin de Rivesaltes sans prévenir personne. C'est la ministre chargée de la mémoire et des anciens combattants qui avait convié ce lundi les familles de harkis au mémorial du camp pour la remise du rapport de fouilles et un moment d'échange. Je leur avais dit que tout ce que j'avais pu voir, tout ce qui était consultable, je le leur mettrais à disposition. C'est ce que j'ai fait, je m'y étais engagée. Donc ils ont tous reçu tous les éléments que j'ai aujourd'hui. Effectivement, on se rend compte qu'il nous manque des éléments. Je compte beaucoup sur le maire de Rivesaltes qui devrait avoir dans ses archives. Alors, comme il avait déménagé les archives, eh bien, ils sont en train de chercher. C'est ce que confirme le maire de Rivesaltes qui était déjà en poste en 1986. Il s'était excusé en février dernier face aux familles. Aujourd'hui, il confirme ses excuses tout en étant plus prudent sur la responsabilité de la ville. Aujourd'hui, aucune pièce d'archives ne révèle précisément que, in fine, la mairie ait fait l'exhumation. Voilà ce que je veux dire. Donc nous cherchons encore dans les archives la preuve formelle de celle-ci. Les familles de harkis veulent réaliser des tests ADN sur les ossements enterrés dans le cimetière de Rivesaltes. Elles attendent beaucoup des archives de la ville et certaines ne cachent pas leur colère contre son maire. De sa part, nous n'avons aucun document administratif, on va dire le dédouanant ou l'accusant d'avoir écrit, parce qu'on a des éléments d'échange de courrier entre la mairie et le ministère des Armées, mais des éléments de sa part, il ne nous en apporte aucun de nouveau. Il est vrai que l'État a fait son travail. Aujourd'hui, c'est à la municipalité de Rivesaltes de faire le reste. Et apparemment, ça n'a pas l'air de vouloir suivre le mouvement. Le combat des familles de harkis pour connaître la vérité sur le cimetière du camp de Rivesaltes va se poursuivre. Certaines ont évoqué une action en justice. Direction la Gironde maintenant dans ce journal. Après la crise sanitaire liée au norovirus de décembre 2023, la filière ostréicole du bassin d'Arcachon fait désormais face à une surmortalité inquiétante de ses huîtres. Les professionnels cherchent à comprendre ce phénomène. Regardez ces éléments de réponse avec TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Océane Archambault. Les ostréiculteurs doivent désormais apprendre à vivre avec. On subit de grosses mortalités, ce qui nous entraîne de gros trous au niveau de nos stocks. En première année, on doit être à peu près à 80% de mortalité, 70-80% de mortalité. Et sur le cheptel en fait, restant en deuxième année, on doit être à peu près à 40% et à peu près pareil en troisième année. Une nouvelle difficulté qui fragilise encore un peu plus la filière conchilicole. Pour comprendre et sensibiliser, les professionnels du secteur et les scientifiques se sont rencontrés pour échanger sur ce phénomène. Depuis 3-4 ans, il y a une accélération du phénomène et surtout sur toutes les tranches d'âge, sur le naissin, sur le demi-élevage et sur l'huître marchande. Mais sur des taux qui peuvent aller jusqu'à 90% sur les huîtres la première année et jusqu'à 40% la dernière année. Réchauffement climatique, abondance du ver plat ou présence d'un micropolluant dangereux pour les huîtres, les hypothèses sont nombreuses mais encore incertaines. Il faut faire face au changement climatique. Donc peut-être il y a des premières solutions qui sont gérables. Il faut limiter au maximum ce contexte de stress multiple, donc limiter les rejets de polluants dans le bassin d'Arcachon. C'est des mesures politiques et qui permettent de limiter tout cela, mais également des mesures qui permettent de résister mieux dans un contexte de changement climatique. Et alors que les solutions restent encore difficiles à trouver, certains professionnels ont préféré déplacer une partie de leur production dans une région ostréicole moins soumise à cette problématique, en Bretagne notamment.
Inquiétude maintenant. En 2024, 726 usagers des 2 roues motorisées ont perdu la vie sur la route. Un chiffre à la hausse ces dernières années. Pour lutter contre la sensibilisation semble être le meilleur moyen pour faire prendre conscience aux motards des règles de sécurité à adopter. Une méthode bien reçue, vous allez le voir, reportage de Puissance Télévisions. Retrouver les bons réflexes avant de reprendre la route. Près de 50 motards se sont réunis à Chaumont pour une opération reprise de guidon organisée par la gendarmerie de Chaumont. Une journée pour rappeler la sécurité aux conducteurs de 2 roues motorisées. La matinée a débuté par un cours théorique, l'occasion de revoir les fondamentaux de la conduite. Toujours fixer son regard au plus loin, toujours fixer son regard là où je veux aller. Les participants sont ensuite montés sur leur moto pour se rendre sur le lieu d'entraînement. On sait que malheureusement, les motards représentent 5% des usagers et 20% des tués. Donc voilà, quand on est en moto, on est plus vulnérable. On est obligé de rappeler aussi qu'un tiers des tués en moto se sont tués tout seuls. Sur place, les motards ont été répartis en 5 ateliers pratiques, exercices techniques, freinage d'urgence et gestion de la vitesse. Ces ateliers avaient pour objectif de permettre aux participants de retrouver leurs réflexes et d'améliorer la maîtrise de leur moto. C'est vrai qu'il y a tellement d'accidents de moto qu'il faut absolument aider les gens à se contrôler, à mieux se contrôler. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause, de se poser les bonnes questions. Je pense qu'il n'y a rien de pire que celui qui a la prétention de dire je connais tout et je sais tout, au contraire. En plus des forces de l'ordre, 6 moto-écoles locales ont encadré les ateliers, apportant leur expertise. Le premier petit bilan, c'est qu'on a vraiment des niveaux variés. Et beaucoup font de la moto sans forcément se rendre compte des phénomènes physiques de la moto, notamment sur les distances de freinage, sur la maniabilité de leur moto. Et ça les rapproche au maximum de la réalité en cas d'urgence. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 726 usagers de 2 roues motorisées ont perdu la vie sur les routes françaises en 2024, soit une augmentation de 20 décès par rapport à l'année précédente. Les avez-vous remarqués? Les panneaux villes et villages ambassadeurs du don d'organes apparaissent progressivement dans nos communes. L'objectif, sensibiliser les passants sur le sujet. Regardez ce reportage de 8 Mont-Blanc signé Fanny Savard. C'est un panneau qui commence à apparaître progressivement dans les communes françaises, celui des villes et villages ambassadeurs du don d'organes. Impulsé par l'association Greffe Plus, il permet de sensibiliser les passants à la question. Aujourd'hui, il y a 3 personnes en France qui vont décéder par manque d'organes. Il y en a eu 3 hier, il y en aura 3 demain, 1000 par an. L'objectif de l'action des villes ambassadrices du don d'organes ou des villages ambassadeurs, c'est de sauver ces 1000 personnes. On a des centaines de communes qui communiquent dans leur bulletin municipal avec 3 pages, 2 pages sur le don d'organes pour expliquer à leurs habitants pourquoi il y a des panneaux ville ambassadrice, expliquer la loi sur le don d'organes. Ça n'était jamais arrivé en France. Depuis le 1er janvier 2017, la loi énonce que nous sommes tous donneurs d'organes, sauf si nous en avons exprimé le refus de notre vivant. Mais bien souvent, le défunt n'a pas fait part de son choix à ses proches, qui, endeuillés et sous le choc, refusent le don. Avec cette action lancée il y a 2 ans, l'association a déjà conquis 7000 communes sur les 34 000 que compte la France. C'est tout naturellement que le conseil municipal il a répondu présent, d'autant plus que sur la commune, on a des personnes qui sont concernées par des greffes d'organes. En France, on estime que 25 000 personnes sont en attente de greffe. Chaque année, elles sont 8 000 à rejoindre la liste d'attente, une situation qu'a vécue Samy il y a 13 ans. Né avec une malformation du cœur, il s'est retrouvé à l'âge de 40 ans en phase terminale. Donc moi j'ai été inscrit le mois de février 2012, donc dans la liste d'urgence. Mon cas s'est avéré que se déprécier de plus en plus. Un jour à la maison en juillet 2012, au début juillet, en me douchant, je suis devenu tout bleu. Voilà, parce que en fait ça circulait de moins en moins. Il est alors placé sur la liste d'hyperurgence. Au bout de 3 tentatives, les médecins trouvent enfin un organe compatible et il est transplanté le 25 juillet 2012. Juste avant la greffe, je suis allé voir une thérapeute pour appréhender mon organe et pour appréhender la mort justement. Donc quand elle est rentrée, quand ils me l'ont mis, pour moi j'étais serein, c'était à moi. C'est un ange qui est passé sur le chemin et qui a permis à une autre personne de vivre, quoi.
Tout à fait autre chose. Avant d'être de hauts fonctionnaires, les étudiants de l'INSP, anciennement l'ENA, doivent absolument participer à une immersion militaire. Le but, c'est de leur inculquer des valeurs de la nation avant d'accéder aux plus hautes fonctions du pays. Nos partenaires et équipes vidéo de la Provence étaient présents au camp militaire de Conjuers, dans le Var. Regardez ce reportage. Section pour un bond vers la gauche de 5 mètres en avant. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un entraînement de soldats de l'armée de terre. Mais il n'en est rien. Sur le terrain du camp militaire de Conjuers, des élèves de l'Institut national du service public, anciennement appelé l'ENA, sont là pour une formation obligatoire dans leur cursus. Cette période d'immersion, on l'a fait en 2 temps. Ça dure 3 semaines. Il y a une première semaine qui se passe ici à Conjuers, où les élèves sont habillés en uniforme et font des activités purement militaires. Donc c'est eux qui pratiquent. Et puis il y a 2 semaines où on va aller dans les différentes unités des 3 armées et de la gendarmerie, et où les élèves vont vont rencontrer du personnel, vont voir des matériels, des équipements, et donc on est plus dans la démonstration, si vous voulez, de matériel et d'équipement. Au programme donc, parcours d'obstacles, déplacement militaire, tir à l'arme automatique, tout le panel du soldat pour une formation qui, pour ces étudiants des hautes instances, paraît indispensable. La hiérarchie, ce n'est pas une question de pouvoir ou de domination, mais c'est une question d'organisation. On a essayé par exemple de faire un exercice, on était 15 autour de la table à discuter, c'était impossible. On s'est mis à 2 à 3 en disant ok, telle personne responsable de ceci, telle personne responsable de cela. C'était beaucoup plus clair, c'était beaucoup plus précis. Apprendre et surtout comprendre le fonctionnement de ceux avec qui ils seront amenés à collaborer dans leurs futures fonctions, une nécessité qui s'explique d'autant plus dans le contexte mondial actuel. Tout autre chose, depuis le début des années 2000, les progrès scientifiques et technologiques ont permis aux médecins d'opérer leurs patients grâce à des robots. Cette pratique permet des gestes plus précis, avec moins d'incision et une récupération beaucoup plus rapide. Alors comment cela fonctionne-t-il? Réponse avec LM TV Sarthe, Colin Ancel. Dernière désinfection avant d'entrer au bloc. Dans cette salle, on opère à l'aide d'un robot et d'une console. Le chirurgien manipule les commandes sans toucher directement au patient. On va réaliser l'ablation d'un cancer du rein chez un patient d'un peu plus de 60 ans. Je reste ici et on communique avec l'équipe qui est sur le patient qui m'assiste pour la réalisation de l'intervention. Cette machine va nous permettre d'être plus précis, de pousser la technicité de ce que l'on fait et de faire des chirurgies de plus en plus complexes de manière la moins agressive possible. Concrètement, une fois au bloc, le patient anesthésié est alors incisé, des outils médicaux glissés à l'intérieur de son corps. À l'ère de l'intelligence artificielle, on se demande est-ce que c'est le robot qui fait tout seul? La réponse est non. Sans nous, le robot ne fait rien. Depuis 15 ans, au pôle Santé Sud, des chirurgies robotiques sont pratiquées. Le robot n'est pas applicable à chaque fois, mais pour ceux qui touchent au cancer, la machine est utilisée dans 80 à 90% des cas. Ça nous permet d'éviter de la chirurgie qu'on appelle ouverte, c'est-à-dire ouvrir les patients pour pouvoir intervenir, ce qui permet aux patients de rester moins longtemps hospitalisés, d'avoir moins de douleurs, moins de saignements et d'avoir un retour à leur vie quotidienne le plus rapidement possible. Les chirurgiens sont de plus en plus formés à ces technologies, utilisées presque quotidiennement maintenant. Chaque année, ce sont environ 200 opérations qui nécessitent l'aide du robot. Quand Nicolas Stoufflet et son équipe se déplacent de ville en ville, l'engouement est toujours au rendez-vous pour le jeu des 1000 €. Plus ancienne émission de radio de France, les spectateurs répondent toujours présents pour tenter de remporter le Super Banco. Regardez cette immersion lors d'une étape dans l'Aube avec Canal 32 sur place. Chers amis, bonjour! C'est le jeu iconique de la radio en France. Quand Nicolas Stoufflet et son équipe se déplacent pour un enregistrement, le public répond présent. Plus de 200 personnes se sont massées dans la salle des fêtes d'Hervy-le-Châtel pour l'émission de France Inter. Il y a un attachement à cette émission. C'est pas une émission de radio comme les autres. C'est un petit spectacle. On l'écoute souvent d'une génération à l'autre et on a envie de voir comment ça se passe et peut-être participer. Donc il y a vraiment un lien qui est créé entre les auditrices, les auditeurs de différentes générations et nous. On se rencontre. C'est pas une émission de studio, c'est une émission en public. Ça arrive parmi... Bien sûr, le métallophone emblématique est de la partie. L'autre nom, disons, du Rio Grande
Le jeu des 1000 € est organisé pour les communes, par les communes. Ça fait connaître la commune, son patrimoine. Je suppose que les personnes doivent faire un petit tour dans Herbie avant de venir à l'émission. Quel égyptologue français a étudié la pierre de Rosette? En 2h30, les 5 émissions de la semaine sont enregistrées. Rendez-vous à l'antenne du 19 au 23 mai à 12h45. Les candidats participants ont été sélectionnés directement dans le public quelques minutes avant l'enregistrement. Moi, j'écoute le jeu des 1000 € depuis 30 ans. Et puis il y a une complicité avec mon fils, on parle beaucoup du jeu des 1000 € et je suis très émue d'être là. Je suis fan du jeu, je l'écoute tous les jours, mais ça fait partie de l'environnement familial. Question blanche, bleu, rouge, banco, super banco, la rythmique est bien rodée, malgré les codes historiques, le jeu séduit toujours. L'audience ne cesse d'ailleurs de progresser, le jeu des 1000 € revendique aujourd'hui 1 800 000 auditeurs. Tout à fait autre chose maintenant, à chacun sa spécialité. Pour Anthony Potra, c'est le burger. Vainqueur du prix du meilleur burger de France en 2024, il manie à la perfection la préparation de ce plat. En devenir, vous allez le voir, une œuvre d'art. TV78 nous propose une immersion avec ce chef hors norme lors d'une compétition à savourer sans modération. Regardez. Là, je suis l'homme à abattre, donc personne ne va se faire abattre aujourd'hui. Une journée très spéciale pour Anthony Potra, ce chef livinois qui a remporté en 2024 le prix du meilleur burger de France est venu cette fois-ci pour gagner la Coupe des Coupes de France. Une compétition qui a réuni à Paris les 10 derniers vainqueurs de la compétition. Pour terminer premier, le cuisinier originaire de Montigny-le-Bretonneux a travaillé sur son burger baptisé le Louis en or pendant 1 mois et demi. On a de la salade frisée avec une vinaigrette de piment végétarien. Le steak il est cuit. Par-dessus j'ai créé un disque de beurre entre 2 feuilles guitare au poivre de cubeb concassé. On a un fromage de brebis de Macaille et un double pain, mon pain de l'année dernière, et un pain au-dessus avec le pickles que j'ai mis et il y a les graines par-dessus. Tout ça avec une arabesque. Pour ce burger sur le thème du château de Versailles, Anthony a notamment puisé son inspiration dans le potager du roi situé dans la cité royale. Le chef a également utilisé de la farine du moulin de Versailles. Après 30 minutes de compétition, premier verdict de la part du chef. Retour à chaud, tout s'est bien passé, j'ai fait tout ce que je voulais et tout est sorti comme je voulais. Un petit peu de panique à la fin, mais ça fait partie du jeu je pense, donc non, rien à regretter et j'ai fait tout ce qu'il fallait. Le jury composé de professionnels se réunit maintenant pour désigner les vainqueurs et Anthony a ses chances aujourd'hui. Anthony Potra a un très très gros niveau, on sent que c'est pas son coup d'essai, là on l'a vu travailler, il n'y a rien qui dépasse, tout est au millimètre, le montage il est parfait, la découpe elle est parfaite, il y a de la jutosité dans le burger, donc on va dire tout ce qui est vraiment technique est parfaitement maîtrisé. Le chef yvelinois termine finalement à la 3e place de la compétition avec une nouvelle coupe à son palmarès. Et puis maintenant un coup de projecteur sur une discipline aussi élégante qu'insolite, le cyclisme artistique. Entre acrobatie millimétrée et équilibre parfait, ces pratiquants transforment leur vélo en véritable outil de chorégraphie, une performance à la croisée du sport et de l'art, encore méconnue du grand public. Présentation par notre partenaire TL7 dans la Loire. Le BMX freestyle n'est pas le seul sport artistique sur 2 roues. Le cyclisme artistique existe et c'est tout aussi impressionnant. Encore plus lors des épreuves en duo, comme ici dans une épreuve nationale à Balbigny. Dans ce sport, on a 25 figures à respecter en 5 minutes. Le but, c'est de respecter les trajectoires. On doit forcément réaliser un demi-cercle. Elles ont une partie où elles sont à 2 sur le vélo, donc comme ici. Et on peut être pénalisé en cas de chute, de pied par terre. L'objectif, c'est de vraiment respecter la trajectoire du cercle pour réaliser la figure. Comme pour le cycleball, le cyclisme artistique est un sport venu d'Allemagne dans les bagages de Paul Cabourg. Mais les vélos ont des spécificités dans les 2 disciplines. C'est un vélo de cyclisme artistique, c'est un pignon fixe, donc on peut aller autant en marche avant qu'en marche arrière. Le guidon peut tourner à 360 et on a également des petits embouts pour commencer, pour pouvoir faire des figures d'abord en équilibre sur ces embouts-là avant de faire des équilibres plus complexes en étant par exemple debout sur le guidon ou debout sur la selle. La différence avec le cycleball, c'est vraiment la forme
apparente du vélo où le cycleball, on est principalement debout sur le vélo, que là on peut prendre appui autant sur le guidon que sur la selle. J'ai découvert ça et ça m'a impressionnée et j'ai tout de suite voulu essayer, du coup voilà. Mon papa fait du cycloball et du coup quand je suis née, je venais voir les compétitions et à force de grandir en voyant ces compétitions, il y avait de l'artistique en même temps. Et du coup, j'ai dit que je voulais faire ce sport. Le fait que ça soit un mélange de gym, danse, et c'est du surpassement de soi aussi beaucoup. Comme pour le cycleball, 2 clubs existent dans la Loire, à Feurs et à Balbigny. Voilà, et puis c'est une tradition, celle-là, vieille de près de 500 ans, le tir au papauguet, un oiseau factice perché à 45 mètres en haut d'un mât. Ça se passe à Rieux-Volvestre, en Haute-Garonne, et ils étaient une centaine d'archers à tenter de faire tomber l'oiseau pour devenir roi du papauguet. Écoutons un archer de la compagnie du papauguet et surtout le nouveau roi au micro d'Antoine Clément pour nos confrères de La Dépêche du Midi sur place. Alors le but du jeu, c'est de faire tomber cet oiseau qui est perché au bout d'un mât de 45 mètres et qui pèse presque 5 kg. Celui qui le fait tomber devient roi pour l'année, roi de Rieux pour une année, tout simplement. Et en général, il faut compter 2 à 3 heures avant que l'oiseau tombe. Il est enfoncé de 5 cm au bout de son mât, de 5 cm, et progressivement, à chaque coup, l'oiseau monte de quelques millimètres jusqu'au moment où il va vaciller et une flèche, comme tu dis, le fera tomber au dernier moment. Une joie parce que ça fait plus de 6 ans et demi que je suis archer maintenant. Et voilà. Être roi, c'est une grande chose, quoi. En plus, mon fils, cette année, il est passé chez les grands. On a défilé ensemble cette année. Et défiler, être roi aussi, c'est super, quoi, pour moi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.